Bonsoir messieurs, dames. Vous savez ce que je déteste quand je regarde des reportages? C'est quand un bobo parisien sort de derrière des troncs d'arbres pour faire un effet de screamer. Alors le pire, c'est quand il commence à parler comme ça pour se donner une consistance et que le caméraman fait un travelling arrière. Mais je ne suis ni journaliste, ni expert en mode. Qu'est-ce que tu fous là, Idéo? Je crois qu'il a volé quelque chose. Bref, on se retrouve en Normandie, dans un cadre bucolique, magnifique. Les oiseaux chantent, ça respire. Et on va à la découverte d'un artisan absolument génial. Je suis ultra fan, qui fait des ceintures et accessoires en cuir de très très haute qualité. Ça s'appelle l'Anguille Paris. Suivez-moi, c'est parti. Bien messieurs, dames, nous nous retrouvons à l'intérieur de l'atelier L'Anguille. Donc c'est incroyable parce que c'est une coïncidence dingue. Bonjour Cyril, merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour Guillaume, Donc, bienvenue. Le créateur de cette marque L'Anguille. Génial, donc pour anecdote, j'ai découvert cette marque complètement par hasard. On sort le reportage sur T-Bird il y a quelques semaines. J'ai un coup de fil d'El Didou le lendemain qui m'appelle, je ne l'avais pas eu depuis très longtemps au téléphone. Il me dit, vu que tu es intéressé par les ceintures, je connais une super marque L'Anguille. Du coup, de fil en aiguille, il y a Cyril qui m'appelle et on se rencontre assez vite et j'apprends au détour de la conversation qu'il a travaillé anciennement chez T-Bird. Donc tu exposais tes ceintures à l'époque là-bas. Oui, tout à fait. En fait, T-Bird, c'est un peu grâce à T-Bird que je me suis lancé dans cette drôle d'aventure. En fait, en 2015, depuis quelques mois, je tournais un peu autour du cuir. En fait, j'avais commencé par retaper un fauteuil sur lequel il me restait quelques chutes. J'ai fait des ceintures pour mes filles, je m'en suis faite et puis voilà. Et au bout de quelques mois, j'ai été présenté en fait à Stéphane de T-Bird une ceinture. Voilà, j'étais client chez lui à l'époque et il l'a prise entre ses mains. Je savais qu'il avait un œil expert, qu'il était très exigeant en termes de façon. Et puis après l'avoir retourné dans tous les sens, il me dit bah, écoute, quand tu es prêt, on y va, on part sur une première commande. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré avec le modèle Vidocq qui est en fait la première boucle avec laquelle j'ai commencé à bosser. Ok, super. Donc je vais vous montrer moi le modèle que j'ai acheté, c'est le Condé. Magnifique, j'adore ce modèle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'origine de cette ceinture? Ouais, tout à fait. Alors c'est marrant, tu la portes et toi aussi. Moi également. En version whisky. Voilà, en version prune. Prune, qui a un peu bien vieilli. Alors en fait, la ceinture Condé, c'est la ceinture de gendarmerie. La boucle était utilisée par la gendarmerie sur les ceintures en dotation. Donc chaque gendarme qui rentrait jusqu'en 2004 recevait un ceinturon noir avec cette boucle, avec le bouton de colle que l'on retrouve. La seule différence par rapport au modèle que je fais aujourd'hui, c'est que bien évidemment c'était une dotation de l'armée, donc elle couvrait l'ensemble des tailles. Donc c'était des ceintures qui pouvaient être très très grandes et qui allaient du plus fin jusqu'au plus gros. Ouais, elle est magnifique, j'adore. C'est vraiment un de mes modèles préférés, mais t'en fais plusieurs. Donc si jamais vous n'êtes pas habitué à porter ce genre de ceinture absolument magnifique, si vous avez une envie très pressante, il faut prendre le coup de main parce qu'il faut enlever le bouton avant, d'accord? C'est assez, regardez. Il faut enlever comme ça, hop. Et après, il faut enlever la boucle, vous voyez. J'espère que ça frotte pas trop le micro, je suis désolé. Donc Cyril, maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que tu parles un petit peu de l'origine de l'Anguille. Comment tu as créé cette marque? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je pense que tu es un peu comme moi. Tu trouvais pas les ceintures que tu voulais dans les boutiques. Et tu t'es dit, il me faut ce genre de boucle. Parce qu'en fait, ce genre de boucle, ça a l'air tout simple, mais c'est très très dur à trouver. Je vous mets au défi de trouver ce genre de boucle carré dans les centres commerciaux. Oui, alors en fait, pour aller jusqu'au bout de l'histoire de la ceinture, de la Condé plus particulièrement, en fait en 2004, la gendarmerie, juste pour la faire courte sur l'historique de la boucle, en 2004, la gendarmerie change de dotation de flingue. Par conséquent, le holster n'est plus adapté et ils sont obligés de changer de ceinturon. Il s'avère que la boucle que tu as là, celle que j'ai, je l'achète chez le fournisseur officiel de la gendarmerie à l'époque et encore aujourd'hui, parce que de la ceinture d'apparat, en fait, les gendarmes reçoivent toujours ce modèle de boucle, mais sur la ceinture d'apparat qui est blanche.
Mais aujourd'hui, je me fournis, et depuis le début, auprès de la maison Pourçain, qui est une maison historique rue des Vinaigriers à Paris. Et ce sont eux qui ont créé cette boucle. En 1905, ils ont remporté le Grand Prix à l'Expo universelle de Bruxelles. Ils étaient obligés en fait de se diversifier avec l'apparition de la voiture, des nouveaux modes de locomotion. Avant, ils étaient sur l'équitation. Et puis, il a fallu trouver de nouveaux débouchés. Et de façon assez logique, ils ont développé des boucles de ceinture. Ils ont obtenu un marché avec l'armée. Et si vous regardez bien dans n'importe quel film où vous voyez une tenue militaire française, et même, je revoyais récemment Mad Max 2, The Road Warrior. Regardez la ceinture que porte Mel Gibson. Vous savez, il a son petit perfecto avec la manche qui est coupée. Et il a une ceinture qui est exactement le même modèle que le Condé. C'est vraiment très très similaire. Donc je trouve que c'est extrêmement dur. En fait, maintenant, la mode, c'est d'avoir des demi-boucles, des ceintures que personnellement je n'aime pas du tout. C'est très dur de trouver ce genre de modèle. Donc comment est venue l'idée de cette marque? Est-ce que c'est un petit peu une frustration de ne pas trouver des ceintures qui te convenaient en termes de boucles? Non, alors l'idée de la marque, elle m'est venue vraiment suite à ce fauteuil que je retapais où je me suis retrouvé donc avec des chutes de cuir. Noël approchait, le fournisseur auquel j'ai acheté le cuir avait des boucles qui étaient plutôt très très bien, en laiton. Ce que je recherchais. J'ai fait 2-3 ceintures, des potes ont vu ça, j'ai commencé à en vendre quelques-unes. Et puis à un moment donné, en février, mais sans avoir du tout l'idée de faire un business. Et puis février-mars, je sais pas, une espèce de coup de flash. Je me souviens tout d'un coup que l'anguille, dans le vieil argot parisien, l'argot des voleurs, signifiait la ceinture. Et là-dessus, immédiatement, je dépose auprès de l'INPI l'anguille. L'anguille.com est pris, l'anguille.fr est pris. Donc je dépose l'anguille.paris en tant que marque et puis en site web, mais sans imaginer une seconde que je vais créer la marque. Et ça n'est qu'en fait au mois de mai où là, en une semaine, je vais présenter mes ceintures à 3 personnes différentes. T-Bird, dont nous avons parlé tout à l'heure. Peu de temps après, enfin le lendemain quasiment, à un garage de customisation moto, Blitz Motorcycle, qui à l'époque faisait de la customisation de bécanes, qui avait des modèles absolument fantastiques, des pièces uniques, et qui avait développé tout un vestiaire autour de la moto. Il s'avère qu'il n'avait pas de ceinture. Je connaissais Fred et Hugo, je suis arrivé dans l'atelier, je leur ai présenté la ceinture, j'avais fait embosser leur logo qui est un éclair sur le passant. Ils l'ont gardé en disant on a un shooting la semaine prochaine, on te la garde et puis on la met en ligne. Bon, et puis il y avait quelques semaines plus tard un très gros festival, le Wheels and Waves, qui se déroulait à Biarritz, qui était un festival qui se déroule au mois de juin, qui regroupait moto, custom, photographes, surfeurs, skateurs, BMX, enfin bref, tout ce qui tournait autour de la street culture. Et ça, c'était en 2014-2015. Et j'ai présenté la ceinture aux organisateurs en embossant leur logo. Et c'est la même chose. Ils m'ont dit écoute, le festival c'est dans 3 semaines, Cyril. Est-ce que tu peux nous en préparer 25 ? On les mettra sur le stand. Et puis voilà. En revanche, on veut tous une facture, bien naturellement. Résultat, le lendemain matin, j'étais à la Bourse du Commerce de Paris. Je me collais en micro-entrepreneur. Je n'avais pas fait le moindre business plan chez Mandemi. Et je suis parti comme ça, la fleur au fusil, sur ces 3 collabs. Et voilà. Le truc, c'est qu'au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que si je ne faisais que de la ceinture, sachant que je voulais quelque chose qui soit intemporel, qu'on puisse pas dater, qui soit durable dans le temps, si je ne faisais que de la ceinture, ça allait vite devenir très 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 compliqué ou alors très ennuyeux. Et je me suis fixé comme objectif de constituer un catalogue qui soit cohérent avec une 30aine de pièces et je me suis donné à peu près 3 ans. Donc ouais, c'est très diversifié parce que tu as des ceintures, des porte-clés, des sacs qui sont super, on les montrera évidemment. Tu fais également une section, et ça je pense que ça va vous intéresser public, particulièrement vous, SM. Donc tu vends des petits martinets, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors ça c'est vraiment anecdotique par rapport à la marque. C'est arrivé je dirais de fil en aiguille. En fait, l'un de mes clients boutique un jour me fait une demande particulière. Il me demande un collier pour chien que je commercialisais sur mon site, mais avec une couleur rouge et des initiales. Bon, je prépare le collier et je lui livre en ayant quand même un petit doute sur le fait que ce soit pour un cador. Enfin bon. Il me remercie chaudement une semaine, 15 jours après, et puis passe un petit mois, il me demande une autre pièce, et cette fois-ci c'est un poil plus explicite, c'est une paire de menottes. Donc mon instinct premier ne m'avait pas trompé, je prépare la paire de menottes, pareil, je reçois un mail de remerciement chaleureux. Puis vient une troisième pièce, un choker, voilà, tout va très bien, mais voilà, je réalise les pièces, moi je suis absolument pas issu de ce milieu-là, je connais pas les codes. Le tout est que sur Instagram, je reçois au bout de quelques mois une petite notification avec votre nom est mentionné dans une story. Et là, je vais sur la story et je découvre mes 3 pièces, très bien mises en scène, sur une statue, un buste en marbre. Enfin, la photo était vraiment plutôt assez classe. Bon, ça me fait sourire. Et puis une semaine après, je reçois un coup de fil, voilà, d'un webshop. Le site Vous Monsieur qui me demande des ceintures, qui est intéressé par mes ceintures, enfin voilà, qui démarre en introduction les ceintures et puis qui finit par glisser en fin de conversation, mais j'ai vu que vous faisiez également d'autres objets, est-ce que éventuellement on ne pourrait pas se rencontrer et travailler un peu plus. Et puis le confinement arrive. Je leur lâche les ceintures une semaine avant le confinement. Confinement tombe, donc là on est scotché à la maison. Et là, j'en profite en fait pendant ces 60 jours pour créer une pièce par jour et la mettre en ligne sur Instagram. Et puis, au 10e, 12e jour, eux me passent un petit coup de fil en me disant tu peux passer récupérer les ceintures, on a fini le shooting. Et là, j'ai des chutes, j'ai un peu de cuir qui traîne et je me dis tiens, aujourd'hui, on va faire de l'accessoire, on va faire du martinet, on va faire de la menotte, on va faire du choker. Et donc, je développe toute une gamme, enfin une petite gamme. Et au moment de récupérer les ceintures, je leur dis j'ai pensé à vous, voilà, j'ai préparé ça. Ils me disent c'est très bien, on n'avait pas dans ces teintes-là, c'est nickel, parfait, on les garde pour le shooting suivant. Enfin, un shooting. Et c'est comme ça que tout simplement que ça a démarré. Incroyable, merci beaucoup pour cette anecdote. Alors évidemment, ceinture, on va parler sur ceinture dans un premier temps, après si tu veux tous les autres accessoires. Évidemment, il y a certaines boucles, mais il y a aussi plusieurs teintes de cuir. Tout à l'heure, on te regardera un petit peu à l'œuvre sur ton atelier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toutes les teintes disponibles? Oui. Alors, en fait, le cuir, déjà, je ne travaille que du cuir de vache. Ouais. Voilà. Et de surcroît, du cuir tanné végétal. Et non pas du tanné minéral ou chrome. Ce que l'on trouve en boutique, dans 95% du cas, c'est du tannage chrome minéral. Et la différence, elle est liée essentiellement donc, au mode de tannage où le chrome va venir scotcher la couleur et empêcher quasiment toute patine. Ah ouais, ça semble être. Là, en l'occurrence, moi, depuis le début, j'ai décidé de ne travailler qu'avec du végétal, ce qui de surcroît pour l'environnement est bien meilleur, puisqu'il n'y a pas de métaux lourds, on n'est que sur des ingrédients totalement naturels, écorce d'arbres, feuilles, c'est ce qui va donner la teinte au cuir. Ce qui va très bien avec cet environnement, parce qu'on est vraiment dans un paysage bucolique, c'est magnifique. Je ne sais pas si j'ai précisé, si en intro, on est en Normandie. Donc c'est vrai que là, regardez, ça respire. J'ai envie de dire qu'en fait, la qualité des matériaux est à la hauteur de l'environnement, et là, on va s'approcher de tes cuirs. Alors, laissez-nous présenter tout ça, c'est merveilleux. Ouais. Alors regardez-moi ça. Alors là on est sur... hop. Pardon, excuse-moi. Une teinte prune. Ah, ça, magnifique. J'en ai pas encore prise en prune, mais ça ne saurait tarder. En fait, voilà, donc là on voit la matière brute telle qu'elle est au moment où je récupère la peau. Donc moi je travaille essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, sur le collet. Je disais que c'était du cuir de vache. Les vaches sont françaises, bretonnes ou normandes, et le tannage est fait en Italie, tout simplement parce que ce sont les spécialistes du tannage. Ouais. Là, en fait, on est sur la peau brute, elle est mate au début.
Et là, après, ça devient comme ça, du coup. Voilà, si on veut faire un comparatif. Un petit comparatif. Voilà, entre ce que c'est à l'origine quand vous achetez la ceinture et ce que ça devient avec le temps quand ça patine. Ah, donc c'est magnifique, hein, vraiment le rendu. Et si on pousse à l'extrême, avec l'étui à couteau. Putain, c'est magnifique. Qui, lui, donc passe sa vie dans ma poche et par conséquent se frotte. Tu dirais qu'il faut combien de temps pour passer de là à là et ensuite de là à là? Celle-là, ça doit faire 3 ans que je l'ai. Ouais. Et le couteau, ça doit faire 5 ans qu'il est en poche. Ok, quotidiennement. Mais quotidiennement, hein, donc c'est vraiment... J'adore, c'est magnifique, regardez ça, magnifique. Je sais pas si la caméra, bon on est en 4K, mais est-ce que ça rendra honneur à ce que je vois là? C'est incroyable. Non, il m'en faut en prune. J'avais hésité, parce que j'adore aussi la teinte whisky que je t'ai prise. Alors, mais prune, il faudrait que j'essaye tout, mais je sais que tu as encore d'autres coloris. Ah ouais, non, mais les coloris, là, en fait, en venant ici, on va être assez exhaustif sur les coloris. Donc là, sur le chevalet, on va trouver tout ce que je peux proposer, sachant qu'il y a des teintes qui sont moins stables que d'autres. Donc ça va se patiner, comme tu le vois vraiment sur le frottement dans la poche, ça va virer vers du noir. Enfin, vers une teinte très très foncée. Là, on va être sur un olive. Olive qui est absolument magnifique mais totalement instable. Enfin, quand j'ai dit instable, c'est-à-dire qu'en termes de patine, il peut passer par toutes les couleurs en fonction de l'usage que tu vas avoir. Il peut virer en bronze marron comme il peut rester totalement olive. D'accord. Tu auras un exemple d'un olive là qui est patiné? Ah non, j'ai pas d'olive patinée. Qu'est-ce que je pourrais avoir en olive patinée? Si peut-être, mais il faudrait que je m'absente quelques... Non, mais alors tout à l'heure peut-être, ça sera la surprise à la fin de la vidéo. Voilà, j'aurai une ou deux petites... Vous avancerez le curseur, vous aurez l'olive à la fin. Là, on est sur un safran qui n'est pas une couleur que j'utilise beaucoup. Là, je suis vraiment sur la chute et je pense pas que j'en reprendrai. Pareil, totalement instable. Lui, c'est pareil, enfin, il vire au marron. Au marron. Oui, tout à fait. En fait, ils vont toujours, comme on est sur du tannage naturel, ils vont repartir vers la couleur d'origine. Et la couleur d'origine, le naturel, c'est le carnet que nous allons avoir ici. Voilà, là, on est sur un nude non traité. Ok. Absolument pas traité. Ok. Et donc ça va avoir tendance à partir à revenir vers sa couleur d'origine, en sachant que c'est extrêmement sensible aux UV. Ok. Donc plus tu le mets au soleil, plus ça se patine. Alors ça peut s'éclaircir également. Ça dépend vraiment de l'usage. Là on est sur un blue jean. Ah, je savais pas que t'as aussi du bleu jean. Oui, ce ne sont pas des couleurs dont je fais vraiment la promo. Alors le bleu jean vieillit bien, mais on me le demande parfois, notamment pour les porte-boules de pétanque. Ah oui, parce que tu fais aussi ça, les porte-boules de pétanque, on en a ici. Qui sont là. Évidemment, il y aura des inserts. Ouais, qui est une pièce qui fonctionne super bien. Bon, là on est sur un classique noir. Ouais, c'est celle que je porte. Ouais. Ensuite, on vient sur des couleurs, voilà, celles qui fonctionnent très bien, ça va être le noir, le miel. Attends, juste pour rester sur le noir 2 secondes. Pardon. Ce qui peut être intéressant, parce que ça, c'est un de tes accessoires que j'aime beaucoup, je l'ai pris parce que je le trouve super pratique. Moi, je suis du genre à être quelqu'un de complètement désorganisé, je n'ai pas d'emploi du temps, je ne marque jamais rien. Et alors, pour les cartes, en général, moi, j'avais la fâcheuse habitude de laisser traîner ma carte bleue comme ça dans mon jean, ce qui est une énorme erreur, parce qu'à chaque fois, elle se démagnétise, j'ai plein de problèmes. Donc là, tu m'as montré ce petit portefeuille qui est génial. Donc là, vous pouvez mettre 3 cartes en tout. Donc là, j'ai mis ma carte vitale et ma carte bleue. Un petit peu d'espèce ici. Et ce qui va être intéressant, c'est que donc là, je viens de te le prendre. J'ai le prototype qui a maintenant 10 ans. Voilà ce que ça devient, les gars. J'avais fait sur une chute de cuir, raison pour laquelle, voilà, et ça va devenir... La différence entre en brut, là, comme ça, à la sortie, et avec le temps quand ça patine, en fait, ça devient un peu graisseux, j'ai l'impression. Non, pas du tout, c'est verni. Verni, d'accord. Enfin, ça a un côté verni, c'est-à-dire que, bon, là, il fait pas très très beau, mais en plein soleil, tu peux quasiment t'amuser à faire des signaux avec, tellement c'est brillant. Ah, c'est génial. J'adore. Donc ça, dans la poche, tu vas voir le tien, dans quelques mois, c'est bon. C'est ça que j'aime en fait, c'est qu'on achète déjà un très bel objet directement et avec le temps, il va se magnifier de plus en plus. C'est ça qui est génial. Bah, c'est tout l'intérêt du cuir en fait. Et le bon cuir. Ouais, non, alors du cuir, basiquement, c'est qu'une pièce en cuir, elle est faite pour vieillir, évoluer et se patiner.
Malheureusement, le cuir minéral ou tannage au chrome, il répond à des objectifs industriels, tout simplement. On est sûr de la pérennité du stock, on est sûr qu'une couleur ne va pas bouger. Donc oui, pour le commerce, c'est bien, ça va plus vite. Donc pour l'industrie, c'est très bien aussi. Pour l'environnement, c'est juste dégueulasse, mais ça, c'est pas très très grave. Voilà, donc le tannage végétal, c'est un choix. Ensuite, certaines personnes, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on va faire une petite différence homme-femme, beaucoup de femmes sont moins sensibles au tannage végétal parce que la patine va évoluer. Elles veulent que ça reste fixe ? Oui, pour pouvoir, en tout cas, c'est certaines remontées que j'ai pu avoir, de façon à pouvoir s'assurer de la bonne coordination des différents accessoires. Etc. D'accord. Ouais, mais moi, ce qu'on recherche en général, en tant que mec, peut-être, je sais pas, vous me direz les femmes, dans les vêtements, c'est le vieillissement, c'est la patine, c'est vrai pour plein de choses, mais là, c'est vrai que particulièrement sur tes ceintures, sur tes portefeuilles, tous tes accessoires, c'est génial. Donc là, on a une autre teinte. Là, on a une autre teinte qui est ce que j'appelle miel. Tu as dit quoi, pardon ? Miel. Qui est un marron, en fait, un marron clair, qui vieillit pareil de façon absolument sublime, et qui va avoir tendance à se foncer un petit peu. En fait, il faut acheter tous les coloris, quoi. Le choix est difficile. Là, on est sur, avec le noir, je dirais un peu le best-seller qui est le whisky, qui est la couleur la plus classique, avec le noir et celle qui, dans les marrons, passe le mieux. Ouais. Le miel, moi je craque. J'aime beaucoup aussi. Je pense qu'en fait, je suis comme ça aussi pour d'autres types de vêtements. On commence souvent par des couleurs classiques, même par des coupes classiques, et plus ça va, plus on essaie de se spécialiser, de tenter des nouvelles choses. Moi, j'aimerais bien tester le olive aussi dans le futur. Peut-être le miel, vu qu'apparemment tu craques dessus. Là, on est sur un sapin, vert sapin ou vert anglais. Il faut dire vert anglais, parce que vert sapin, il y a un côté funéraire. Vous compterez, je sais pas, déjà on a présenté combien ? 5, 6, 7 couleurs hein Oui, et puis il doit y avoir du chocolat quelque part. Ensuite, je suis sur d'autres types de peaux qui, elles, sont plus légères et que j'utilise moins souvent. Des peaux grainées, toujours de vache, mais beaucoup moins épaisses, qui me servent plus pour les étuis, les tote bags. Ok. Ça, tu ne t'en sers pas de cette matière pour la ceinture ? Non, pour la ceinture, absolument pas. C'est beaucoup trop fin. En fait, moi, je suis absolument pas issu du cuir. Je n'ai aucun diplôme de maroquinier. Je me suis lancé vraiment en autodidacte sur le tas. Sur le tas. Et résultat, je travaille en effet du cuir de vache qui est assez épais et qui me convient très bien sur les pièces que je veux faire, qui me convient en fait parfaitement sur les pièces que je veux faire. Ouais. Je travaille avec ce cuir plus fin qui me convient également parfaitement, mais sur certains types de pièces. Voilà, mais je ne touche pas pour le moment à d'autres, au cuir d'agneau, au cuir de chèvre, voilà. Mais c'est déjà fou que tu sois mis sur le tas, donc tu n'as pas du tout de formation pour ça. Quel était ton parcours avant ? Qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer ? Alors avant, j'étais en fait dans direction commerciale dans les ressources humaines. D'accord. J'ai une agence de com j'ai travaillé en agence de com pendant une quinzaine d'années. Géré une boîte de travail temporaire, une boîte de formation en langue. Et puis à un moment donné, j'ai eu un petit ras-le-bol, cette opportunité en retapant le fauteuil, de me rendre compte que je pouvais bosser un peu de mes mains. Et en regardant YouTube, des différentes vidéos, des tutos, en étant fortement conseillé par mon fournisseur de cuir, le gars auquel j'ai acheté en fait la première chute. Assez rapidement, il y a eu un fit, il m'a expliqué quels outils acheter en premier, et surtout il m'a offert une très très belle opportunité. Il m'a proposé de bosser pour lui pendant quelques mois pour remplacer son premier vendeur qui partait pour des raisons de santé. Et donc pendant 3 mois, j'ai été amené à travailler alors que j'étais totalement néophyte. Ouais, t'inquiète pas. Alors je suis désolé public, parce qu'on veut absolument que ça reste un plan de séquence, parce qu'on ne soupe pas de baudiole ici. C'est la vie privée qui revient, vous le savez.
tout cas, moi je trouve ça absolument passionnant, c'est incroyable. On va filmer plein de trucs évidemment. Tout à l'heure, on verra Cyril à l'heure. Désolé, je l'ai Là, mis tu sur peux silence. peut-être filmer les petites boules de pétanque là, le petit accessoire qui est juste derrière toi. J'aime beaucoup. On a tous besoin d'un bon porte-boule de pétanque. Voilà, c'est bon, j'ai fait le fileur. Cyril est revenu. Donc ouais, donc c'est incroyable. Donc tu es passé des ressources humaines à la ceinture, enfin en tout cas à la maroquinerie. C'est pas donné à tout le monde. Moi je suis quelqu'un d'absolument pas manuel. Je sais même pas retaper ce qu'il y a chez moi. Je suis nul. J'ai l'impression en fait de n'avoir rien appris de mes mains et donc c'est incroyable que tu aies eu cette reconversion. Toujours pour rester dans les ceintures, je sais pas si c'est un truc que tu... Bon, il faut le dire, t'as un site internet, ce qui est quand même très pratique pour tout le monde. Mais est-ce que sur le site tu indiques que tu customises aussi, potentiellement, pour les gens ? Alors sur le site internet que j'ai fait refaire récemment, j'ai une rubrique sur mesure où là c'est assez clair. Je présente des pièces en fait que je ne fais vraiment à la mesure et une rubrique restauration. Ouais. Alors dans la rubrique restauration, on est plus sur du avant-après, donc c'est essentiellement de la photo. Mais je ne fais pas que de la ceinture en fait. Je fais également, je retape également des pièces que je remets à neuf. Je reprends des coutures. Bah là par exemple, je sais pas où on les a mises. Elles sont là. Elles sont ici. Là regardez. Parce que j'ai acheté 2 ceintures sur internet. Alors oui, le problème c'était sur un site japonais. J'aimais beaucoup la boucle. Là encore voilà, je suis dans mon délire de ceinture à boucle carrée, qui est vraiment très très dur à trouver. Malheureusement déjà le cuir, je sais pas ce que t'en penses. J'ai pris ça un peu à l'aveugle. Moi j'ai juste craqué sur la boucle. Et c'était pas donné, hein. C'était des ceintures qui étaient quand même assez chères. Le cuir, qu'est-ce que t'en penses ? On est sur un tannage chrome, donc ça se voit sur le côté un peu verni que l'on peut avoir, si ce n'est qu'en fait la couleur est totalement figée, donc il n'y a absolument aucune possibilité de dégradation de patine. Voilà, de patine, ça va vraiment être avec le temps. Ensuite, le cuir, c'est du cuir de qualité, c'est ça qui est dommage, c'est-à-dire qu'on est sur une épaisseur, on est sur une très très belle épaisseur, épaisseur d'ailleurs qui est de plus en plus difficile de trouver en France aujourd'hui. Ouais, bah, de toute façon, ça j'arrivais pas à trouver ça en boutique, mais donc voilà, ce que tu vas me faire, ce qui est génial, c'est que tu vas reprendre ces petites boucles merveilleuses et tu vas en plus me mettre ça sur ton cuir. Et j'ai un autre problème, c'est que vu que j'ai commandé à l'aveugle, la ceinture elle est trop petite pour moi et du coup ça va nous permettre de donner un tips pour les gens, le public. Vous êtes nul en ceinture, vous êtes comme moi, c'est normal, vous êtes perdu. Cyril va vous apprendre comment mesurer votre ceinture parce que sur ton site tu as des tailles, on peut customiser exactement. Est-ce que tu peux nous montrer comment on mesure la ceinture pour le public ? Alors c'est vraiment très simple, on prend du bout de la boucle jusqu'au trou le plus utilisé, on prend cette mesure là. Ouais, voilà le trou que vous mettriez habituellement. Donc, si je devais donner un exemple ici pour cette ceinture. L'artiste à l'œuvre, messieurs. L'artiste à l'œuvre. Là, cette ceinture, c'est une 89. Ok. Voilà, donc c'est vraiment. Et moi, il me faut du 97. Et toi, il te faut du 97. Voilà, donc en effet, elle est très petite pour toi. Et voilà, là, je devais vraiment la serrer, j'en pouvais plus. Je peux plus respirer. Non, parce que là. C'est terrible. Ouais, là tu arrives à 95, donc en effet tu devais être au bout. Et c'est ça de commander à l'aveugle sur internet. Donc voilà, on a cette possibilité de customisation aussi avec Cyril sur les ceintures, ce qui est magnifique, avec en plus un meilleur cuir, ça sera exactement à la taille pile poil qu'il me faut, avec une boucle voilà, que j'aime bien. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu certains accessoires que tu aimes particulièrement ? Parce qu'évidemment, voilà, encore une fois, tu ne fais pas que des ceintures, on a les porte-boucles qui sont géniales, mais on a plein d'autres choses. On a des sacs, j'aime beaucoup tes sacs. Tu m'as dit qu'il y a un modèle qui était très populaire avec les femmes. Oui, tout à fait. Alors en fait, sur les pièces qui fonctionnent vraiment bien, bon, alors, hormis les ceintures, c'est la Condé qui va vraiment remporter. C'est ce que m'a dit Stéphane aussi. Il m'a dit qu'à l'époque, vous cartonnez, tout le monde voulait une Condé. Tout le monde en a eu un. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que toute la clientèle a acheté la Condé. Je crois qu'il a assez raison en fait. Ensuite, il faut la diversifier en termes de couleurs. Mais la Condé fonctionne super bien. Ensuite, il y a les porte-boules de pétanque qui marchent vraiment très très bien. Alors là, on a ici une version
Ça, c'est le tout dernier modèle. Je l'ai sorti il y a 3 mois. Ah, t'as même le petit emplacement pour le cochonnet. Oui, tout à fait. Donc il y a l'emplacement pour le cochonnet. C'est vraiment la triplette filet à l'ancienne. Et cette pièce, on me l'avait déjà commandée. J'en avais réalisé une paire. Et puis, je suis en contact avec la Maison Empereur à Marseille, qui est une maison historique, la plus vieille en fait, droguerie de France. Ok. Qui vient d'obtenir d'ailleurs le prix de la plus belle boutique au monde, remise aux États-Unis. Le prix a été remis aux États-Unis il y a quelques mois. La plus belle expérience de vente. Et pour le moment, voilà, les distribuer, je l'ai fait un peu à la demande de Laurence Empereur. Et, la classe. Et voilà, c'est distribué à Marseille. Donc porte-boule de pétanque fonctionne vraiment très très bien. Il y a cette version-là, et puis j'en ai une autre qui est celle avec laquelle j'ai démarré, qui est ici, et qui elle, pareil, dans le sud, elle marche vraiment très bien. Je bosse avec une boutique à Saint-Rémy de Provence qui ne cesse d'en commander, à Marseille également. L'idée, mais c'est toujours en fait toutes les pièces que j'ai développées et toutes les pièces que l'on trouve sont des pièces que j'ai développées parce que ça me manquait en fait. Ouais. C'était quelque chose que je n'arrivais pas à trouver. Et en l'occurrence, mes boules de pétanque, je ne savais jamais où les mettre. Elles étaient dans un mauvais étui. Tu joues beaucoup. Voilà. Non, mais un petit peu. Et donc, à un moment donné, toujours la même chose, avec quelques chutes de cuir, je me suis dit, mais tu vas faire quelque chose avec pour tes boules de pétanque, trouver un bel étui. Et donc, j'ai développé cette pièce-là. Ah, c'est top, hein. Vraiment j'adore. Alors, juste pour vous montrer le fonctionnement. On reste en plan séquence, messieurs. Désolé. Pas de souci. Parce que même s'il y a des inserts, parfois, on tourne vraiment en plan séquence. Il y a 0 couple, les mecs. Bravo Benoît. C'est Benoît qui est en train de suer pour vous. Il est en train de se casser le dos. Voilà, ça. Ah ouais, top. Ah, c'est magnifique. C'est top. Et ça permet en effet de pouvoir les exposer, enfin pas les exposer, mais les poser à un endroit simplement. Ça rend bien, en fait. Quand tu les mets sur une étagère, ça rend bien. Même si tu joues plus, c'est. En fait, ça devient tout de suite un objet de déco. C'est ça. C'est la classe. Alors moi, j'aimerais bien que tu nous parles d'un de tes sacs là. Bah, le voilà. Alors ça, c'est en fait c'est ce sac-là, la cartouchière. Donc c'est totalement inspiré de. Donc là, je me trompe pas, c'est prune. Hein. Ça, c'est prune. Okay. C'est totalement inspiré des cartouchières de nos grands-pères, ouais. Voire même avant. Donc une construction toute simple, avec ici un renfort de façon à pouvoir charger au maximum sans que le cuir ne s'affaisse. Et c'est un modèle qui fonctionne très très bien auprès de la jante féminine. Et surtout, ce qui est assez étonnant, c'est qu'une fois, alors il a une contenance phénoménale, et son petit nom c'est la repéreuse, parce que je l'ai fait en fait pour une amie dont le métier est repéreuse. Et quand elle part chercher des lieux de tournage, elle avait besoin de pouvoir mettre son petit appareil photo, enfin voilà, d'avoir de quoi mettre un carnet, d'avoir une contenance certaine. Donc je me suis assuré qu'elle puisse tout trimballer avec un seul et même sac. Non mais là c'est vraiment la classe. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les quelques femmes qui l'ont acheté, quand je les ai recroisées, l'avaient. Toujours. Ouais. Et ne le quittaient quasiment pas. Ce qui c'est un peu surprenant pour des femmes. C'est vrai que les femmes en général 30-40. Sans vouloir faire des généralités, mais en général, les femmes, si moi je le dis, elles ont 30-45 à main. Et alors moi, pour avoir connu quelqu'un qui avait un je préfère largement celui-là, il est magnifique. Mais c'est incomparable. Incomparable, bien sûr. Alors moi je déteste le logo là qui est partout sur le truc. Moi ce que j'adore c'est avoir des vêtements sans logo apparent. Alors je crois qu'on a un peu parlé là-dessus. Oui, d'ailleurs je suis très mauvais, très mauvais sur le sujet, puisqu'il y a pas mal de mes pièces qui n'ont pas de logo. Mais moi j'ai. Et qui m'arrive pas, ou il m'arrive même parfois d'oublier de la poser. Non mais c'est discret. Donc là, souvent. typiquement, ce sac de voyage, je crois que j'ai réussi à le faire sans logo. Le logo, je sais pas si c'est discret, mais il est ici.
T'arrives pas à cadrer, Benoît, c'est pas grave. Mais là, à l'intérieur, pour ceux qui prennent le petit portefeuille. Ouais, bah, là, on a quoi? C'est un porte-bazooka? Non, pas du tout. Alors ça, c'est une pièce... ensuite, j'aime bien chiner et surtout trouver des pièces en cuir qui sont un peu dans des piteux états. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelait un sac de diligence que j'ai trouvé récemment, dont le cuir était complètement craquelé, qui était très très poussiéreux. Et en fait, j'ai simplement nettoyé, retapé, remis un petit coup de vis et d'huile sur les systèmes. Et voilà, c'est ce qu'on appelait des sacs diligence. Donc ça c'est plus de la Chine, un peu comme les cartouchières de l'armée suisse. Ça sont des pièces qui commencent à devenir un peu rares. Et dès que j'en trouve, je saute dessus. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? C'est une cartouchière de l'armée suisse. En fait, en Suisse, on fait son service quasiment à vie et par conséquent... et tout le monde garde un fusil chez lui. Exactement. Et par conséquent, qui garde un fusil à sa cartouchière, généralement pas très très loin. Ils ont une cartouchière à vie, du matériel à vie et par conséquent, ils l'entretiennent. Et là, on est sur de la qualité suisse. Ça, c'est une cartouchière qui doit dater des années 50. C'est un travail exceptionnel. Il y a des cartouches dedans? Non, je rassure, elles ne sont pas là, je les ai rangées. Non, c'est un travail exceptionnel, absolument exceptionnel. J'adore aussi l'énorme cartable qu'il y a là. Oui, alors ça c'est... On dirait limite un coffre-fort, une malle. Oui, alors celui-ci, c'est marrant parce que ça c'est un sac, donc une pièce unique. Ouais. J'ai une autre version que je vais vous montrer qui est juste à côté. Et en fait, un de mes clients, juste avant le Covid, là encore le confinement, m'a apporté un sac qui avait cette forme-là. Absolument magnifique, en pécari, qu'il avait acheté en Argentine, c'est un Argentin. Et toutes les coutures étaient mortes. D'accord. J'ai repris l'intégralité des coutures. Donc là, c'est une commande pour un client, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, j'ai retapé le sac de ce client. Ouais. Il est passé et le récupérer. J'ai eu le temps de vraiment arracher quelques photos juste avant de lui... Tu l'as reproduit? Et je l'ai reproduit. Ah, excellent. Et je l'ai reproduit. Mais alors, je l'ai reproduit en fait sans me rendre compte qu'a priori, c'est le... D'accord. Qui a été développé. Alors ça, il faudra peut-être le couper. Je biperai. Ouais, alors sur l'intégralité. Ça va faire un long bip. Là, il y a des bips partout. Désolé. Et voilà. Eh ben magnifique. Et j'ai fait une autre version. Alors là, j'ai voulu le refaire dans un cuir type pécari, d'où il est un peu poussiéreux, d'où c'est imprimé. Mais je ne pensais pas qu'il serait aussi rigide. Je n'avais pas imaginé que le cuir était aussi rigide. Ouais. Et le rendu n'est pas le même que l'autre. Je vais aller vous chercher. Et lui que j'utilise au quotidien. Là, pareil, je dois faire du filler. Donc, messieurs, on a plein d'accessoires. Regardez, on a même un porte-cochonnet. Juste le porte-cochonnet, quoi. C'est trop mignon. Tu l'attaches quelque part ici. Là. Tu fais un peu comme Juliette Sterling dans Lollipop Chainsaw. Vous pouvez mettre une tête aussi, une petite tête. Ah, voilà. Voilà, ça c'est le premier que j'ai fait en fait pendant le confinement. Et sur un cuir pareil, il me restait, en fait, j'avais récupéré une peau chez mon fournisseur de cuir, un peu amusante, imprimée. Et voilà à peu près ce que ça donne. Ah, c'est la grande classe. Hein. On voit rarement des gens avec ce genre de sac de nos jours. T'en vois toi, Benoît? Non? C'est méga classe. Ouais, il est topissime, il est super pratique. Super. Et en fait, quand mon client me l'a filé et que j'étais en train de le retaper, j'ai immédiatement pensé à un sac de rançon. En fait, j'ai imaginé des bifetons à l'intérieur et surtout j'ai pensé à un film de Peckinpah qui veut la tête d'Alfredo Garcias. Qui est un film assez poisseux, voire très très poisseux, la Peckinpah, où il y a une mallette qui se balade et bon, je ne dévoilerai pas ce qu'il y a à l'intérieur de la mallette, mais
Ouais, ça m'a fait penser à ça immédiatement. On peut mettre beaucoup de choses dans cette. Voilà, on peut mettre énormément de choses. Un paquet de pognon. Les 300 000 Il y a un côté aussi, je pensais à un autre film, Le voleur de Louis Malle, Belmondo, probablement son meilleur rôle, où il joue le rôle d'un voleur, un roi de la cambriole. Et c'est typiquement le genre de sac qu'il aurait pu avoir. Excellent. Georges Randal. Donc on a un peu fait le tour, je crois, des accessoires. Peut-être qu'il y en a encore d'autres, hein, je sais pas. Il y a tellement de trucs sur ton site. Non, mais en fait, il n'y a aucune limite avec le cuir. C'est des accessoires, je pourrais en présenter Watt 1000, des pièces que j'ai retapées. Là aussi, ça c'est une petite sacoche en cuir trouvée en brocante. Ça, c'est toutes les pièces de cuir qui étaient complètement mortes, séchées. Donc j'ai tout décousu l'intégralité, remplacé. Et ces pièces-là, du coup, là, tu les mets sur ton site ou... Celle-là, alors je vais très sûrement mettre en place sur mon site une section que je vais appeler Outlet, très sûrement, okay. Où je vais mettre et des pièces d'exposition et des pièces de seconde main retapées. D'accord. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est de voir un petit peu à l'œuvre. On va passer sur l'atelier qui est juste ici. Là, regardez-moi ça, c'est magnifique. On se croirait dans Last of Us 2, les mecs. Vous savez, quand Joel et Ellie doivent réparer leurs armes. C'est ici, regardez tous ces outils, à quoi ça sert. Est-ce que tu caches des corps quelque part ici? Parce que c'est un large domaine. Alors... la chance quand on travaille sur des métiers manuels, c'est que nous travaillons avec des outils qui sont tous plus beaux les uns que les autres, et surtout des outils qui étaient utilisés il y a un siècle par les artisans. Donc là, on va retrouver ici ce que l'on appelle une pince à coudre. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, une pince à coudre, c'est ce qui va en fait me permettre de faire la couture. Il faut savoir qu'en fait, l'une des spécificités qui est une aberration économique, c'est que je fais toutes mes coutures à la main. Ouais. Je ne fais aucune piqûre machine. Alors pourquoi? Parce que tu as eu un traumatisme, tu veux absolument que ça tienne coûte que coûte. Alors, on va dire que je tiens absolument à ce que ça tienne coûte que coûte, et avec la pince à coudre, je vais pouvoir mettre en place en fait ce qu'on appelle le traditionnel point sellier, qui est le point qui est utilisé par tous les selliers en équitation et qui permet de faire un nœud à chaque point. Ce qui veut dire que si jamais le fil casse sur un point, ça ne va pas se défaire comme une pelote de laine, ça va rester, la pièce ne bougera pas. Okay. Il faudra refaire la couture par-dessus, mais il n'y aura aucun risque. C'est en fait un point de sécurité où si jamais un point lâche sur une reine, et que le fil se délite, le cavalier il est par terre. Et c'est valable sur l'ensemble des pièces pour les cavaliers. Donc ça en fait, ça va me permettre de coudre. Alors si je devais montrer... pour voir le poids. Ah, ça pèse pas si lourd. En fait, ça pèse pas si lourd qu'on en a l'air. Non. Je vais étrangler. Et en fait, ce à quoi ça va servir, l'idée c'est de pouvoir travailler avec les deux mains libres, parce que je vais coudre avec les deux mains. Ok. Et par conséquent, en fait, si je me positionne juste ici pour te montrer, ça va me permettre de coincer le cuir. Ok. Et ensuite d'avoir mes deux mains libres, d'avoir la pièce qui est complètement figée. Et derrière, avec mes outils, je vais venir percer, passer le fil. J'ai l'impression que ça prend un temps fou. Pour faire une ceinture, ça prend combien de temps à peu près? Alors, selon les modèles, on va être entre 30 minutes et 1h15. Ouais, quand même. D'accord. Et là, on peut dire, à part la provenance de la tannerie, tu m'as dit en Italie, c'est du 100% made in France. Ah ben, je fais tout moi-même, en fait, le design des pièces, l'achat des pots, l'achat des accessoires. Dans un atelier en France, en Normandie. Tout est fait, je ne délègue absolument rien. Tu fais tout seul? Je fais tout seul, okay. La gestion du site, le commercial. Et tu n'as jamais pensé à prendre un apprenti ou quelqu'un qui pourrait dépanner? Tu penses pouvoir gérer tout seul? Je n'ai jamais eu la capacité d'accueil pour un apprenti. Ouais. Donc précédemment, j'étais en effet plutôt en appartement, c'est un peu...
voilà, délicat d'avoir quelqu'un chez soi. Ouais, bien sûr. Pendant toute la journée. Ici, je suis pour le moment en résidence, donc pareil, c'est difficile. Ensuite, c'est une question de rencontre. Je suis pas totalement fermé, mais il faudrait que je tombe sur la bonne personne. Ouais. À qui tu pourrais transmettre aussi ton savoir. Exactement, ça serait fort agréable. Ensuite, je pense que c'est vraiment une question de rencontre. Pour le moment, j'ai pas eu le coup de flash qui fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de passer le cap. Donc oui, je fais tout moi-même. C'est peut-être moi le futur apprenti. Non, parce que je suis très mauvais. Ouais, Même si tu passais 10 ans à m'apprendre, je suis incapable. Manuellement, je suis nul. C'est somme toute, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc ça, c'est une pièce maîtresse que j'utilise vraiment de façon régulière, sachant que la piqûre à la main. C'est un exercice qui se rapproche du yoga et de la méditation. Il y a des jours avec, des jours sans. Une bonne piqûre main, c'est quand on n'est pas capable de faire la différence entre le recto et le verso. C'est-à-dire que comme en fait mon cuir est marqué, je le marque avant de façon à savoir où faire mes points, que les points soient équidistants. C'est extrêmement précis. Hein, oui, mais alors ça, je vais te montrer les outils qui me servent à faire cela. C'est ici, elle est là, la roulette. Ok, alors pareil, à quoi ça sert ça? À part des... La roulette, en fait, c'est comme en pâtisserie, c'est ce qui va me permettre de faire des points équidistants. Donc, sur une ceinture, je vais devoir prendre ici. Donc, quand je vais faire mes coutures, je vais être à grosso modo 3 mm, minimum 3 mm du bord. Donc je vais utiliser mon compas pour venir marquer le cuir. Le compas, en fait, il va me servir à tracer un trait sur le cuir et ensuite je vais venir passer la roulette. D'accord. Donc là, je me colle contre le bord du cuir. Voilà, bon, j'ai un peu dépassé, on va recommencer peut-être. Voilà. Ah, incroyable. Ici, je vais marquer. Et là, je vais venir marquer mes points avec la roulette. Donc là, j'ai un espacement qui correspond à l'épaisseur du fil que j'utilise de façon régulière. Il y a des roulettes avec des espacements un peu plus resserrés ou plus larges, tout dépend du fil utilisé. Voilà. Et là, mes points sont marqués et je pourrais me lancer à partir de là dans la couture. Okay. Donc le point d'entrée, ça va, il est marqué, c'est possible d'être droit, mais l'idée c'est qu'au verso, ce soit droit également. Et ça, c'est un exercice qui demande des heures d'entraînement, vraiment des heures d'entraînement et à ne pas faire fatiguer. Il faut toujours avoir en fait le même angle. J'imagine, ça t'a pris des heures de pratique au début. Des heures la couture, ce sont des heures de pratique. Des heures de pratique. Et je fais grosso modo, pour 1 mètre, il me faut 1h15, 1h30. Incroyable. Alors là, tu as encore plein d'autres ustensiles. Alors il y a plein d'autres ustensiles. On va pas forcément tous les regarder. Parmi les plus importants, le premier que j'ai acheté, qui m'a été recommandé, c'est ça, c'est le coupe-bande. Ça, c'est l'outil absolument magique. Et je vais te faire une démo de découpe. Okay. Tu m'as précisé quelle couleur tu voulais, ceinture? Je vais pour les miennes, là. Ouais. En fait, du coup, je vais prendre prune. Et noir. Ouais, parce que je me dis, j'ai déjà une whisky, cette fois je vais aller sur la prune. On va tenter autre chose. Alors on va découper noir. On va faire une découpe sur la noire avec cet outil. Donc le coupe-bande, c'est vraiment l'outil du maroquinier par excellence et qui permet, comme son nom le précise, de couper des bandes de largeurs différentes. Excellent. Ensuite, là je vais faire une opération totalement manuelle. Alors je travaille toujours de façon manuelle, mais pour certaines pièces, j'utilise ce qu'on appelle des emporte-pièces. Ouais. Et l'emporte-pièce, en fait, je vous montrerai ça un peu plus tard avec la presse Donc, de découpe. Oui, messieurs, non seulement c'est un documentaire, mais c'est aussi un tuto. On fait les deux. En plan séquence, tout ça.
désolé de moi, j'espère que le micro ne croppera pas trop. Alors, ta ceinture. Ah, je l'avais posée à la main, elle est ici. Super. De toute façon, les deux ont la même boucle. Donc on est à 3,8. Attention, messieurs, c'est un moment historique. Et tu sais qu'en plus, quand j'ai reçu cette ceinture, je l'ai reçue, j'étais content de la boucle, mais j'étais dégoûté, je me suis dit elle est trop petite. Le cuir, j'en étais pas ultra satisfait. Et je me suis dit, est-ce que quelqu'un pourrait la retaper? Ça fait 1 an que je me dis ça, et j'ai enfin trouvé cette personne. C'est pas incroyable? Donc en fait, le coupe-bande, là je vais venir définir la largeur de la ceinture et la largeur de la bande que je vais découper. Ici, il y a une lame. Et donc, je vais venir en fait coller le manche contre la peau, qui va servir de guide. Insérer le cuir entre les deux mâchoires. Et en plus de ça, je viens de changer la lame, donc c'est comme dans du beurre. Ah, excellent. Je vais attendre un petit peu. Ouais. Et voilà, et on obtient donc la bande. On va pouvoir même aller jusqu'au bout sur la démo. Alors. Fabrication de ceinture en direct, c'est la première fois que je regarde ça. Donc sur le process de fabrication d'une ceinture, il y a une des étapes où on va passer à la presse. Là, je vais prendre un emporte-pièce. Donc un emporte-pièce, en fait, c'est ce qui va me permettre de faire la découpe du cuir de façon régulière. Donc quand j'ai des séries, de toujours avoir la même forme, la même pièce, le même design. Donc là, on va faire le bout de la ceinture, à savoir ce qu'on appelle l'enchape. Je vais venir positionner mon emporte-pièce sur le cuir. Et du coup, ça sera le même embout que sur la Condé, par exemple? Non. Pas forcément? Non. La Condé est différente. La Condé est l'une des rares ceintures pour lesquelles je fais une couture à la main, parce qu'à l'origine, c'était comme ça. D'accord. Pour les autres, je fais rivet. Ok. Et donc là, avec la presse, je vais venir mettre un coup de presse. Ah là là. Magnifique. Ensuite, nous allons utiliser en fait cet outil-là. On appelle ça un abacar. Ce sont toujours des outils qui étaient utilisés en équitation. Et là, je vais procéder à une étape que tout le monde ne fait pas. Là, je veille particulièrement aux finitions. Je suis même un peu à cheval sur les finitions. Et parfois, ça me prend beaucoup plus de temps que de découper la pièce. Donc là, l'abacar, l'idée, c'est qu'en fait, cet outil, je vais le passer à l'intérieur sur la tranche. D'accord. C'était déjà arrivé de te couper un doigt? Enfin, Oui. t'ouvrir un doigt. Oui, tout au début. Ce doigt-là avec la laine, et j'ai eu le malheur de faire de la teinture derrière, et pendant 3 ans, j'ai perdu totalement ma sensibilité. Ah mince. Ah ouais. Les outils sont des outils extrêmement tranchants. L'année dernière, je me suis mis un coup de lame ici, j'ai fini avec 3 points. Je faisais ça en short, c'était complètement idiot. Mais ça arrive régulièrement. Ça arrive régulièrement. Là, l'objectif de cet outil, c'est en fait donc de casser la tranche intérieure.
Qu'est-ce que ça veut dire, donc ça là, si tu prends entre tes mains, tu vois la tranche comme elle est anguleuse. Ouais. Ok. Donc avec ça, on va casser la tranche. Il faut imaginer Un plan de... que la première utilisation du cuir, c'était surtout pour la domestication du cheval. Un joli petit serpentin. Et que la découpe du cuir anguleux comme tu l'avais entre les doigts, Ouais. avec le frottement, tu imagines aisément que ça va cisailler et blesser le cheval. Là, maintenant, si tu regardes la différence qu'il y a entre... Tu vas t'apercevoir, si tu passes ton doigt, quand même, Ouais. tu sens que là, c'est arrondi, et en bas, c'est un angle franc. Ouais, effectivement. Donc ça, l'objectif, c'est, en tant que, enfin, sur la ceinture, faire en sorte de ne pas te blesser. Ah, il faut être super précis, hein. Incroyable. Alors, je vais juste finir l'autre côté. Et voilà, ça c'est fait. Voilà pour la ceinture, on lui réservera le traitement de finition et de mise à taille pour un peu plus tard. Voilà, sur les outils, on va trouver ici des emporte-pièces qui vont me servir pour différentes tâches. Ça, c'est la presse qui donc me permet et de faire de la découpe sur les petites pièces, mais également de procéder au marquage. Alors ça, je le fais de façon un peu sauvage. Théoriquement, il faudrait le faire à chaud avec un fer à chaud et une presse. Moi, j'ai retenu une presse à froid, un embossage à froid qui fonctionne très bien. Ok. Et pour donner un petit exemple, si j'ai une pièce à marquer justement. Voilà, alors, pour vous donner une idée, ça je peux le faire, je l'avais conservé justement pour vous. Par rapport aux outils qui sont ici. On est bon, Benoît? Je sais que tu douilles. Ça, c'est un gabarit papier que je fais je fais systématiquement un gabarit papier pour faire ma découpe de cuir. D'accord. Et celui-ci me sert pour des pièces que je ne vends pas. Enfin voilà, quand j'ai des pièces dont je ne suis pas sûr, je commence par un gabarit papier. Quand je suis sûr que ça fonctionne, je bascule sur un emporte-pièce. Comme je vous ai montré là. D'accord. Là, on va avoir par exemple un outil qui va me permettre Ah, c'est pour faire des trous spécifiques. pour faire des trous spécifiques, tout à fait. Très bien. Ok. Voilà. Excellent. Il va passer ensuite cet outil-là pour faire une enchappe. Ah, voilà. Magnifique. Maintenant, le marquage. Alors, on parlait tout à l'heure de logo, même si je ne suis pas un grand fan de logo, quand la pièce le permet, je le fais. Ouais, puis c'est discret, c'est à l'intérieur des pièces en général. Alors là, en l'occurrence, c'est un porte-plaid, Ok. une commande qui devrait bientôt partir. Et donc là, j'imagine que tu as une presse avec ton logo ou... Oui, alors là, j'ai mon logo, en fait, ce qu'on appelle un fer à dorer. Ok. Ah oui, du coup, tu as le logo dessus. Le logo dessus. Je vais venir positionner.
Alors en temps normal, je le fais à l'œil, le centrage, mais on va être un peu professionnel. Donc 28. Et voilà, donc la presse qui va aider pour que ça s'imprime bien. C'est impossible autrement. Avec un coup de marteau. Non, c'est vraiment le résultat est. Je plaisante, avec un marteau ça partirait complètement. Ah ouais, c'est super. Hein. Je trouve classe ce logo. C'est super discret. C'est top. Souvent, ouais, tu le mets à l'intérieur des choses. J'essaie, dès que je peux le planquer, je le planque. Il m'arrive de ne pas signer. Là, typiquement avec Maison Empereur, j'en parlais tout à l'heure. Alors, les porte-boules de pétanque, il est signé, mais le porte-clés cochonnet, qui est une pièce qui fonctionne incroyablement chez eux. Là, on en est déjà à 200 en l'espace de 3 mois. Super. J'ai pas la place pour mon logo, ou alors il faudrait que je le fasse en plus petit. Ouais. Mais en plus petit, je vois pas où le positionner sans dénaturer la pièce. Je vois ce que tu veux dire. Donc. Non, mais j'aime bien cet aspect caché sur tes autres pièces. C'est pas grave, c'est une exception. Je pense qu'on a montré pas mal de choses pour l'atelier. Sauf si tu veux nous montrer encore autre chose. Hein, mais... Non, ensuite c'est vraiment. Je vais pas te demander de finir la ceinture, là, ça serait trop long. Là. Ouais, non, là, on va être sur tous les accessoires. Là, on est sur tout ce qui va être consommable. Donc, je l'ai à portée de main. Ce sont les rivets que je vais utiliser avec cette presse. J'ai une seconde presse là qui me permet d'éviter d'avoir à changer les têtes de façon systématique. Ouais. Oui, je pense qu'on a bien fait. Ouais, on a présenté pas mal de choses. Tout à fait. Bah écoutez, messieurs, dames, j'espère que ce reportage vous a plu. Merci infiniment, Cyril, pour ton accueil dans ton domaine, dans ton atelier. C'est génial, le cadre est super, l'atelier est génial, t'es adorable. J'adore tes produits. Merci beaucoup. Et je vous recommande vraiment d'aller sur le site, donc L'Anguille Paris. Vous tapez sur Google L'Anguille Paris. Vous pouvez commander directement à Cyril. Et si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à le contacter. Et pour ceux qui habitent en région parisienne, alors ça oui, je ne l'ai pas dit, parce que la première fois que je t'ai rencontré, c'était quand même génial. Là, on est en Normandie, mais la première fois, je l'ai rencontré à Paris. Donc tu m'as donné une adresse. Et donc là, tu m'as fait monter, c'était au 6e ou au 8e, je sais plus. Au 8e. Un peu au-dessus du 7e. Oui, et puis je t'avais dit, l'ascenseur s'arrête à 6. Donc j'ai cru que je m'étais planté d'immeuble. En fait, tu m'as dit non, les derniers étages, tu montes avec l'escalier. J'arrive, et puis là, j'ai Cyril qui m'ouvre. On a discuté pendant 1 heure, c'était passionnant. J'avais l'impression de voir vraiment un magicien de la ceinture. Et... en fait, non, pas magicien. J'ai surtout la chance en fait, d'avoir découvert que je pouvais bosser avec mes mains. Et j'ai pas vraiment l'impression de bosser, même si finalement je travaille 2 fois plus qu'avant. C'est pas l'impression que j'ai. Prépare-toi à bosser encore plus, hein, tu vas avoir des commandes, je pense. Ça va, j'en ai sous le pied. Bon, bref, moi je te recommande des choses évidemment. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller sur le site, il y a des choses formidables. Je vous le conseille évidemment, la Condé, c'est un modèle sûr, mais il y a plein d'autres choses, vous l'avez vu, on vous a présenté plein de choses. On vous dit à très bientôt, messieurs, dames. Merci beaucoup, Benoît, pour le cadre. Merci encore une fois, Cyril. À très bientôt. Merci beaucoup. Messieurs, dames, nous nous retrouvons pour un petit bonus de fin parce qu'on a une conversation off avec Cyril que j'ai trouvé très intéressante quant aux marques, le prix des choses, parce que évidemment certaines personnes sont un petit peu choquées qu'on puisse mettre 300 € dans un jean. Là bon, pour le coup tu fais quand même des ceintures qui je trouve sont très accessibles pour du Made in France parce qu'on est autour des 120 €. Quel est ton point de vue, ton rapport entre le prix, les marques et puis surtout ce qu'on a dans les grandes boutiques, dans les grands centres commerciaux, etc. Est-ce que c'est devenu avec des prix qui sont quand même de plus en plus chers pour une qualité de moins en moins bonne? Quel est ton point de vue sur tout ça? Alors écoute, pour répondre à la première question qui était... Alors, première question, c'est par rapport au prix qu'on peut mettre dans et par rapport au prix. La bonne cam. Ouais, alors je vais reprendre le dicton de ma grand-mère, le bon marché finit par coûter cher, et la réalité c'est que c'est ça, c'est-à-dire que
Les vêtements, c'est certes un investissement, mais on voit d'ailleurs aujourd'hui que de plus en plus la thématique, c'est d'essayer de consommer moins de vêtements, parce que c'est très énergivore, ça bouffe énormément d'eau. Et c'est vrai que l'investissement qu'on peut réaliser dans des fringues, c'est quelque chose qui va se retrouver sur le temps. Véritablement. Alors ensuite, il faut sélectionner ces marques, mais alors moi j'ai des pièces que j'ai depuis l'âge de 20 ans, j'ai encore mes cuirs, les premiers cuirs que j'ai achetés. Là tu portes des Red Wing que tu as depuis une dizaine d'années. Voilà, Red Wing qui doivent avoir 12 ans, j'en suis au 3e ressemelage. Voilà, donc c'est vrai que je préfère acheter peu mais bien en étant sûr que voilà, cette pièce, à condition de l'entretenir à minima et d'y faire un peu gaffe, sera encore là dans quelques années et portera toutes les traces de ce que je lui ai fait vivre. Oui, parce qu'on a un peu la passion des mêmes marques, certaines. T'aimes bien comme moi Arachidonim, tu aimes beaucoup Fleur de Bagne, ça c'est vraiment des super marques. J'ai eu la chance de voir un petit peu ta garde-robe, t'as des super vestes, des super jeans cargo, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu penses des marques qu'on trouve dans les centres commerciaux, tu vois, typique? Quel est ton regard là-dessus? Est-ce que tu considérerais acheter une veste un de ces quatre, vu ce que c'est devenu? Écoute, je pense que je n'ai pas acheté une marque en boutique depuis 10 ans, ça c'est sûr. Depuis que j'exerce l'activité de l'anguille, je n'ai quasiment plus rien acheté en boutique ou en centre commercial, ou alors des marques en effet un peu confidentielles, qu'on pourrait peut-être qualifier peut-être de pointues. Alors Fleur de Bagne, en effet, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je les ai suivis dès la naissance parce qu'on est arrivé à peu près au même moment dans cette mouvance dont je parlais en début de reportage avec le festival, le Wheels and Waves, où en fait à l'occasion de ce festival qui réunissait donc et moto, et surf, et photo, les gens sur les 3-4 premières éditions venaient du monde entier. C'est-à-dire qu'il y avait des Japonais, des Anglais, des Espagnols, des Italiens, des Allemands, des Russes, des Polonais. Ça venait de partout. Des Japonais faisaient venir leur moto de là-bas. Les Américains, c'était la même chose. Et c'était des gens qui venaient d'univers tous très très différents et qui pour la plupart étaient tous en reconversion. Ouais, c'était d'ailleurs un fait assez marquant, ce qui explique peut-être aussi ma reconversion. En fait, j'ai participé à l'édition 2014 et j'ai compris à ce moment-là que c'était non plus dans un bureau à la Défense que mon avenir se trouvait, mais beaucoup plus dans une phase de liberté, qu'il fallait que je me fasse confiance. Et puis quelques mois plus tard, je découvrais le travail. Donc il y a une histoire un petit peu similaire à la tienne avec les créateurs de Fleur de Bagne. Et en fait, alors Fleur de Bagne, non, parce qu'il faisait autre chose avant, si je ne m'abuse. Je crois qu'il était dans la mécanique aéronautique. Là, tu vois, c'est rien à voir du tout. Non, qui n'avait rien à voir du tout. Et on s'est tous lancés un petit peu à la même période. Donc Mika avec Fleur de Bagne, Sébastien Sherpaz avec Piece of Chic, marque lyonnaise, qui est une superbe marque lyonnaise, avec laquelle je travaille beaucoup, qui lui est beaucoup plus spécialisé dans le look des années 30, 40, 50, vraiment dans la fringue vintage, et qui fait des sapes comme personne. Ouais, c'est top. Donc je suis plus depuis 10 ans clairement orienté vers ce type de marque, où nous avons tous à cœur de respecter le deal de départ qui est de garantir de la qualité et des vêtements qui durent. Donc moi mon principe de base c'est intemporalité, durabilité. C'est que les pièces durent, qu'une ceinture dans 10 ans elle soit encore là, que la boucle elle soit pas piquée. Alors comme c'est du laiton, il n'y a aucun risque de corrosion, qu'on puisse pas la dater, dire allez, ça c'est une boucle 70 ou une boucle 80. Voilà, elle se passe de père en fils. Plus la patine, l'évolution de la couleur. Exactement. Et puis dans 30 ans, quand le cuir sera vraiment totalement usé, le fils pourra toujours récupérer la boucle, la faire remonter. Et ça sera reparti pour une nouvelle vie. D'où l'utilité de la transmission, parce que moi il est clair, une fois qu'on a goûté en fait à des marques comme la tienne, comme les marques qu'on peut trouver chez T-Bird, chez Gomina Shop, etc. Là, donc Piece of Chic, Fleur de Bagne, Arachidonim, il y a tellement de bonnes marques, une fois qu'on tombe dans cet univers, on ne peut plus en sortir et clairement on ne va plus dans les centres commerciaux, on va plus acheter une veste de merde faite au Bangladesh à 120 balles. En fait, ce qu'il y a, c'est que les marques que tu as citées sont tous des passionnés. Ouais. Au
même titre que je le suis de mon activité. Et quand on est véritablement passionné, que c'est son propre business, on s'attache à faire en sorte que la qualité ne soit pas dénaturée avec le temps. Les grandes marques, celles qui peuvent être cotées en bourse ou qui ont une notoriété somme toute assez forte, elles ne sont pas là pour que le PDG soit satisfait du travail qu'il a réalisé. Ils sont là pour vendre. Tout le temps, partout. Tout le temps, partout. Et beaucoup de marques, finalement, se sont tirées une balle dans le pied parce que les financiers leur ont soumis quelques idées. Voilà, sur les jeans, les Américains ont perdu la main. Alors certes, parce qu'ils sont passés sur des machines plus modernes, mais surtout parce qu'à un moment donné, un financier leur a dit si tu baisses le grammage de ta toile, on va gagner X%, et c'est autant qu'on va gagner si on délocalise des États-Unis à la Turquie ou à la Tunisie. C'est tant de plus que nous allons conserver, et on se retrouve avec des marques schizophréniques qui sont obligées aujourd'hui, depuis quelques années, de créer des branches vintage pour revenir sur des produits qu'ils n'ont jamais abandonnés, hormis la qualité. Voilà, c'est ça, en fait, je ne les citerai pas. Alors, moi, je ne me permettrai pas de citer non plus, même si vous avez peut-être entendu un nom de marque, ma langue a fourché, mais c'est vrai qu'en fait, ils te font des trucs premium, entre guillemets, mais quand tu as de la qualité, bon, tu payes 3 fois le prix, 2-3 fois le prix, pour un truc qui reste pas terrible. Non. C'est fou. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, il restait 2 marques qui étaient encore vraiment très belles et sur lesquelles on pouvait s'asseoir, être rassuré. Je ne vais pas les citer, mais c'est une marque américaine je vois très bien. Qui était plutôt dans l'univers outdoor des bûcherons. Et voilà, ça fait 2-3 ans que l'on voit des sacs qui sont moins lourds, des accessoires qui ont été retirés sur des vestes. Et alors tous ces petits retraits, c'est un peu comme le voleur chinois, c'est-à-dire qu'on retire une petite pièce. Alors ça se voit pas, ça se voit jamais, ou en tout cas pas énormément. Il y a que les vrais experts ou aguerris et puristes qui s'en aperçoivent, et ça passe. Et puisque ça passe, autant continuer. Et pourquoi pas essayer d'aller un peu plus loin. Je te remercie, Cyril, de rester fidèle à toi-même. Je remercie aussi toutes ces marques, souvent françaises, mais aussi japonaises, qui font vivre la passion. Vous êtes des putains de passionnés. Merci encore une fois beaucoup, Cyril, pour ton temps. Un grand plaisir. Merci d'être venu jusqu'à moi. Et merci de m'avoir permis de vous faire visiter l'atelier et découvrir un peu la marque. À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.